Ils étaient frères, unis par le sang, par le trône et par un même destin, défendre leur royaume jusqu'à la mort. Thiéba et Babomba Traoré, rois du Kénédougou, ont marqué l'histoire comme les lions de Sikasso. À eux deux, ils ont tenu tête à Samori Touré, le conquérant malinqué, et défié l'armée coloniale française, prête à tout pour écraser les royaumes africains. Mais cette histoire va bien au-delà d'un simple affrontement militaire. C'est une épopée de fraternité, de résistance et d'honneur. C'est la mémoire d'un peuple qui, face à l'envahisseur, a choisi la dignité plutôt que la soumission. À la fin du 19e siècle, alors que l'Afrique est prise d'assaut, certains refusent de céder. Et parmi eux, le royaume du Kénédougou se distingue. Par son intelligence stratégique, sa culture et la bravoure inébranlable de ses souverains, deux frères liés par un même serment. Mourir debout, jamais à genoux. Lorsque Babomba déclare « Seya Kafisani Maloye, mieux vaut la mort que la honte », il parle pour tous ceux qui refusent de trahir leur liberté. C'est un cri de résistance, un hommage à deux frères devenus légendes. Tout commence au XVIIIe siècle avec un homme, Mansa Daoula Traoré. Issu d'une lignée noble, il fonde un royaume dans la région actuelle de Sikasso, au sud du Mali. Cette terre fertile, située aux confins des territoires sénoufos, baignée par des rivières, couverte de forêts et de collines, offrait à la fois une protection naturelle et un potentiel agricole immense. C'était l'endroit rêvé pour faire naître une puissance. Le Kénédougou va devenir rapidement un centre stratégique entre les royaumes du nord comme le Bambara de Ségou et les territoires plus au sud, à la croisée des routes commerciales. C'est là que le peuple sénoufo, agriculteurs aguerris et artisans talentueux, entre en scène. Les sénoufos, autochtones de la région, ne sont pas de simples sujets. Ils sont les piliers du royaume. Leur organisation sociale très développée, leur culture ancestrale du travail communautaire et leur art de la construction vont poser les bases d'un royaume structuré, prospère et résilient. Ce sont eux qui, plus tard, bâtiront de leurs mains les murailles du Tata, symbole de résistance. Ils pratiquent une agriculture de subsistance mais aussi de surplus. Mil, sorgho, igname et coton. Le royaume se développe autour d'une économie rurale dynamique où l'on cultive la terre mais aussi les alliances. Les Traoré comprennent vite que pour durer, il faut inclure. Les Sénoufos sont intégrés à la cour, à l'administration et au cœur même de la vision politique. Sous Mansa Daoula, puis ses successeurs, le Kénédougou se structure autour d'un pouvoir centralisé mais souple. Le roi ou Fama gouverne depuis la capitale, entouré de conseillers, chefs de guerre et représentants des grandes familles. C'est ici que Thiéba et Babomba Traoré verront le jour, nourris par l'histoire, forgés par la terre, et appelés à écrire les plus grandes pages de la résistance africaine. Le Kénédougou n'était pas un simple royaume. C'était une vision du monde, un équilibre entre nature, culture et dignité. Et ce sont ces fondations solides qui permettront, plus tard, à Sikasso de tenir tête à Samori Touré, puis au canon français. L'histoire de Thiéba Traoré commence loin des trônes et des batailles. Elle commence dans le village de Daoulabougou, modeste mais habité de traditions fortes. Thiéba est le fils de Mansa Daoula Traoré, fondateur du royaume du Kénédougou. Mais très jeune, le destin va l'arracher à cette vie paisible. Ses frères aînés, partis chercher fortune agricole en Guinée et au Burkina Faso, laissent le plus jeune, Thiéba, derrière eux, avec sa mère, la dernière épouse du roi. C'est dans cette configuration intime qu'il commence à développer son sens des responsabilités et de l'observation. Mais sa mère, malheureuse à Dourou, rêve de retourner dans sa région natale, Sikasso. Un jour, encore jeune, Thiéba prend une décision audacieuse, partir avec sa mère pour rejoindre la ville de Sikasso. Ce choix, à première vue personnel et affectif, s'avéra fondamental pour le destin d'un royaume tout entier. À Sikasso, il est accueilli avec bienveillance par sa famille maternelle. Il y découvre un peuple courageux, des terres fertiles, une organisation sociale sénoufo bien établie, et surtout un lieu stratégique. Son charisme naturel, son sens de la parole et son ascendance royale ne tardent pas à être remarqués. Il est rapidement reconnu comme chef légitime, porteur d'un héritage puissant. Thiéba devient ainsi roi du Kénédougou à Sikasso, à l'intersection de deux lignées, deux cultures et deux mondes. Sikasso n'est pas un choix par défaut. Thiéba comprend que cette ville, située à la croisée des routes commerciales,
bordée de collines et riche en ressources naturelles, peut devenir une capitale imprenable. Il y installe sa cour, y construit son palais sur la colline sacrée du Mamelon et y implante les fondations d'un nouvel âge pour le Kénédougou. Ce choix géographique est aussi un acte politique fort. Il s'appuie sur sa filiation maternelle pour unir les peuples et renforcer sa légitimité. Sikasso devient alors le cœur battant d'un royaume en expansion, capable de résister aux appétits extérieurs, qu'ils soient africains ou européens. Mais Thiéba ne s'arrête pas là. Visionnaire, il presse les menaces à venir. Le puissant Samori Touré, en pleine conquête, avance vers l'ouest. Les Français, eux, continuent leur poussée vers le centre. Il faut protéger Sikasso. Il faut la fortifier. C'est là que naît le Tata. Inspiré à la fois des fortifications soudanaises, des enclos sénoufos et des murs de Djenné, le Tata de Sikasso est une œuvre militaire et symbolique hors norme. Érigé entre 1877 et 1888, il entoure la ville sur 9 km, avec des murs de 6 mètres de haut et 6 mètres d'épaisseur à la base. Il est composé de pierres, de terre, de barres de fer, de gravier et de matériaux locaux liés avec ingéniosité. Le Tata comporte 3 enceintes concentriques. La première, extérieure, pour ralentir les assauts et protéger les quartiers populaires. La seconde, plus resserrée, destinée aux soldats, marchands et nobles. La dernière, au cœur du Tata, protège le Dionfoutou, la cité royale, où vit Thiéba avec sa famille. Ce mur n'est pas qu'une barrière, c'est un symbole de la souveraineté africaine, une ligne de front contre l'envahisseur. Le Tata est aussi un acte d'unité, car il est bâti avec la participation de tous les habitants jeunes, vieux, femmes, hommes, nobles et simples villageois. C'est une œuvre collective, une déclaration silencieuse mais puissante. Nous ne nous rendrons pas. Thiéba n'est pas un roi de palais. Il est sur le terrain. Il inspecte le Tata, forme ses hommes, forge des alliances et anticipe les dangers. Il incarne une nouvelle génération de dirigeants africains, lucides, pragmatiques, enracinés dans ses traditions mais ouverts aux innovations militaires. C'est ainsi que naît le roi guerrier de Sikasso, le bâtisseur d'une forteresse, le protecteur d'un peuple. Sa légende ne fait que commencer. Et très bientôt, elle sera mise à l'épreuve par un conquérant malinqué qui sème la terreur sur son passage, Samori Touré. L'histoire du Kénédougou prend un tournant décisif à la fin des années 1880. Un homme domine alors l'actualité militaire en Afrique de l'Ouest, Samori Touré, fondateur de l'Empire Wassoulou, général redouté, stratège hors pair, conquérant aux ambitions impériales. Samori Touré, dans sa conquête effrénée des territoires, avance inexorablement vers l'Est. Son objectif, prendre Sikasso, imposer sa domination et intégrer le Kénédougou à son empire. Mais il se heurte à un mur, le Tata de Thiéba Traoré, et à un homme, Thiéba lui-même, déterminé à protéger son peuple à tout prix. En mars 1887, les premières escarmouches commencent. Samori et ses troupes lancent un siège implacable contre Sikasso. Pendant 15 mois, la ville tient bon. 15 mois durant lesquels les assauts se succèdent, les flèches sifflent, les tambours de guerre résonnent et les hommes tombent. Mais Sikasso ne fléchit pas. Le Tata remplit sa mission, ralentir, diviser et décourager l'ennemi. Chaque couche de terre, chaque pierre, chaque barrière devient un symbole de résistance. À l'intérieur, les habitants s'organisent, on rationne l'eau, on recycle les ressources, on se bat avec le courage du désespoir et la foi des justes. Face à l'enlisement, Samori tente une autre approche. Il exige 43 hommes et 43 femmes à Thiéba, non pas pour les tuer, mais pour qu'ils servent de porteurs pour son matériel de guerre et sa nourriture. Mais ce geste, apparemment modeste, est en réalité une tentative de soumission symbolique. Thiéba comprend l'enjeu, et il refuse catégoriquement. Car accepter, c'est reconnaître la domination de Samori. C'est courber la tête. C'est renier le Kénédougou. Dit à Samori que nous portons nos propres charges et que nous ne portons celles de personne d'autre. Sikasso ne plie pas. Ce refus signe l'impasse. Samori n'a d'autre choix que de continuer le siège. Mais à mesure que les semaines passent, c'est lui qui s'épuise. Ses hommes, affamés, exténués, voient leur force diminuer. Les tentatives d'assaut échouent face à l'ingéniosité des défenseurs. Thiéba ne se contente pas de subir. Il organise des sorties nocturnes, des attaques surprises et des escarmouches ciblées. Il frappe, disparaît,
et épuise l'ennemi. Il utilise chaque relief, chaque tunnel, chaque ruelle de Sikasso pour déjouer les plans de Samori. Mieux encore, il fait appel aux alliances régionales, il mobilise les griots pour entretenir le moral, et il utilise la mémoire collective comme arme de guerre. Le roi n'est pas seulement un stratège, il est un meneur d'hommes, un chef spirituel et un symbole vivant. La légende raconte qu'à force d'attendre sans pouvoir pénétrer la ville, Samori établit son camp au sommet du Mamelon, la colline sacrée face à Sikasso. Pendant des mois, ces hommes y vivent, privés de ravitaillement, contraints à manger les graines des fruits qu'ils transportaient. Et quand, un jour, ils lèvent les yeux, ils voient que ces graines sont devenues de jeunes arbres, enracinés dans la terre. Le temps a passé, l'armée est épuisée, le siège est un échec. La nature elle-même semble avoir pris parti pour Thiéba. Ce récit, transmis de génération en génération, est devenu un symbole fort de la mémoire populaire de Sikasso. Il illustre à la fois la patience, la résistance et la puissance de la terre face à l'invasion. Aujourd'hui encore, des arbres poussent sur le Mamelon comme les témoins silencieux d'un affrontement oublié des livres d'histoire. Finalement, en juin 1888, Samori abandonne le siège. Pour la première fois, son expansion est arrêtée. Et c'est un roi africain, pas une puissance européenne, qui lui oppose cette résistance victorieuse. Thiéba entre alors dans la légende, le roi qui a tenu 15 mois face à Samori Touré. Mais cette victoire annonce une autre menace. Car à l'ouest, les canons français commencent à gronder. Le prochain combat sera plus sournois, plus cruel et plus décisif encore. Mais Thiéba, désormais, n'est plus seulement un roi. Il est un symbole vivant de la dignité africaine. Après avoir tenu tête au plus grand conquérant africain de son temps, Thiéba Traoré voit poindre une autre menace, plus insidieuse, plus organisée et plus déterminée à dominer, la France coloniale. À la fin du XIXe siècle, l'empire colonial français se déploie avec une brutalité méthodique sur l'Afrique de l'Ouest. Son objectif est clair, soumettre les royaumes, prendre le contrôle des terres et imposer l'autorité de Paris. Les diplomates avancent en costume, les soldats suivent en uniforme, les canons en silence. Et face à eux, les souverains africains doivent choisir entre soumission ou résistance. Les Français savent que Thiéba est un roi intelligent, stratégique et respecté. Ils ne l'attaquent pas frontalement, pas encore. En 1892, ils organisent une rencontre à Ségou, ville déjà tombée sous leur domination. L'objectif officiel est une discussion diplomatique. Mais derrière les sourires, un piège est tendu. Ils espèrent convaincre Thiéba de coopérer, de céder une partie de sa souveraineté, voire d'accepter l'installation d'une garnison française à Sikasso. C'est une technique déjà utilisée ailleurs, avancer comme des alliés, puis s'imposer comme des maîtres. Mais Thiéba n'est pas dupe. Ce n'est pas en parole que se protège un royaume, mais en murailles et en actes. Il rejette toutes les propositions françaises. Il refuse l'idée d'une présence étrangère sur ses terres. Il sait que la paix proposée par la France n'est qu'un prélude à l'annexion. Son refus est ferme, digne et sans ambiguïté. Sikasso n'a besoin de personne pour se défendre. Ce refus fait enrager les officiers français. L'humiliation est grande pour un empire qui ne tolère pas l'insolence. Mais au lieu de lancer une attaque immédiate, les Français décident d'une manœuvre plus discrète et plus fatale. Sur le chemin du retour vers Sikasso, un commandant français accompagne Thiéba. Mais Thiéba décide qu'il n'est pas question de permettre à ce représentant d'entrer dans sa ville. L'escorte française est interceptée. Dans des circonstances restées floues, le commandant est tué. Ce meurtre, probablement ordonné par Thiéba lui-même, marque la première confrontation directe entre le royaume du Kénédougou et l'armée coloniale française. Les représailles ne tardent pas. Les Français, furieux de cet affront, lancent une première attaque contre Sikasso. Mais ils sous-estiment la puissance du Tata et la bravoure des soldats de Thiéba. La ville tient bon. Les forces françaises sont repoussées, certaines anéanties. Leur tombe se trouve encore aujourd'hui dans les environs de Sikasso, témoin silencieux de cette défaite coloniale. La résistance a commencé. La guerre est désormais inévitable. Mais Thiéba n'en profitera pas longtemps. Le 18 janvier 1893, alors qu'il se trouve à Bama, il meurt subitement. Officiellement, la maladie est évoquée. Mais les rumeurs, les témoignages, les analyses modernes convergent. Thiéba a été empoisonné. Un assassinat orchestré,
selon de nombreux historiens, par des agents coloniaux français ou des alliés infiltrés. Une méthode courante à l'époque, lorsque la confrontation militaire directe échouait. La mort de Thiéba est un choc pour le Kénédougou. Le roi bâtisseur, le défenseur du Tata, l'homme qui a résisté à Samori et défié la France, tombe sans combat, dans le silence. Mais il ne tombe pas sans héritier. Car dans l'ombre, un autre Traoré s'apprête à reprendre le flambeau. Il a entendu l'appel. Il a vu la menace. Il sait que la guerre n'est pas finie. Ce frère s'appelle Babomba. Et bientôt, l'histoire lui donnera rendez-vous avec la légende. La nouvelle de la mort de Thiéba Traoré se répand comme une onde de choc dans tout le Kénédougou. À Sikasso, le deuil se mêle à l'inquiétude. Qui prendra la relève? Qui osera affronter les colons là où Thiéba s'est arrêté? C'est alors qu'un homme réapparaît, presque en silence, venu de loin, depuis la Guinée. Il s'appelle Babomba Traoré, frère de Thiéba. Parti depuis longtemps, il s'était éloigné de la cour royale pour s'établir dans d'autres territoires. Mais à l'annonce de la mort de son frère, il ne réfléchit pas, il rentre. Et il rentre seul. Sans prévenir sa famille, Babomba quitte la Guinée dans le plus grand secret. Il traverse les forêts, les rivières, les plaines, porté par une seule idée, reprendre la lutte. Ce n'est pas seulement une question de famille, c'est une question d'honneur, de fidélité, de responsabilité envers un peuple tout entier. À son arrivée à Sikasso, il est accueilli par les notables et les chefs militaires comme le successeur naturel. Il n'y a pas de débat. La lignée Traoré continue. Le combat aussi. Babomba est différent de Thiéba. Moins diplomate, plus tranchant. Mais ils partagent les mêmes valeurs, fierté, autonomie et détermination. Babomba comprend vite que l'on n'est plus à la simple défense. Il faut se préparer à une guerre totale. Il fait inspecter le Tata, répare les failles et renforce les murs. Il mobilise artisans, maçons et soldats. Il améliore les passages secrets, perfectionne les systèmes de communication interne. Le Tata devient plus qu'un mur, une forteresse vivante avec une logistique organisée, des zones d'entraînement et des entrepôts stratégiques. Il redonne confiance au peuple et montre que la résistance continue. Babomba forme une nouvelle génération de guerriers, jeunes et fougueux, prêts à mourir pour Sikasso. Il ne cache rien, la guerre contre la France est inévitable. Il croit que la mort de Thiéba a tué notre esprit. Mais c'est maintenant que nous sommes prêts. En avril 1898, le colonel français Odéou revient à la charge. Il envoie un capitaine, Morisson, exiger l'établissement d'une garnison française dans Sikasso. Une fois encore, comme avec Thiéba, c'est une tentative de domination déguisée en offre diplomatique. Mais Babomba n'a ni le ton conciliant de son frère, ni la patience. Il refuse catégoriquement, sans négociation. Sikasso n'a pas été bâti pour être donné. Ceux qui veulent entrer y entreront par la force ou pas du tout. Ce refus provoque la fureur d'Odéou. L'armée coloniale française prépare alors l'assaut, avec une artillerie moderne, des troupes nombreuses et une brutalité inégalée. Mais Babomba ne tremble pas. Il sait ce qui l'attend, et il prépare sa ville pour la dernière résistance. Babomba Traoré ne vivra pas captif. Il le sait, il le dit, il le répète à ses hommes. Sayaka Fasani Malloy. La mort vaut mieux que la honte. Cette phrase en bamanankan devient son testament. Le 1er mai 1898, l'armée française entama un siège impitoyable contre la ville fortifiée de Sikasso. Après des jours de combats intenses, les colonisateurs, bien équipés avec de l'artillerie moderne, parvinrent à percer la résistance. Ce fut une victoire militaire, mais à quel prix humain? Au cœur de l'assaut, les habitants de Sikasso se battirent courageusement, refusant de se rendre malgré le danger imminent. Chaque rue devint un champ de bataille. Babomba, à la tête de ses troupes, menait les attaques avec une énergie désespérée, sachant que la chute de la ville signifiait la fin d'une résistance héroïque mais condamnée à l'échec face à la modernité des armes coloniales. Face à la défaite inéluctable et l'imminence de la capture, Babomba Traoré, fidèle à son principe de ne jamais se rendre, choisit de se donner la mort plutôt que de subir l'humiliation de la captivité. Il rassemble ses derniers hommes et ordonne qu'on la batte. Plutôt mourir debout que vivre à genoux. Ce geste, motivé par l'honneur et le refus de la honte, devient un symbole puissant du sacrifice ultime pour la liberté et la dignité. Il respectait le proverbe malinqué, Sayaka Fusani Maloyer.
la mort valant mieux que la honte. Après la prise de la ville, les soldats français se livrèrent à des actes de barbarie. Des témoignages de soldats français font état de scènes choquantes de violence, de viols et d'exécutions sommaires. Les civils, qui avaient résisté courageusement, furent massacrés ou capturés pour être réduits en esclavage. La ville fut mise à sac et les femmes captives furent traitées comme des trophées de guerre. Parmi les horreurs de ce sac de Sikasso, environ 4000 captifs furent emmenés vers des camps d'esclavage, traînés sur des distances épuisantes. Ces âmes innocentes, dont beaucoup ne survivraient pas au voyage, furent réduites à l'état de marchandises. Les officiers français distribuaient les captifs entre eux, chacun choisissant ses propriétés humaines. Une citation particulièrement glaciale d'un officier français résume la brutalité de ce moment. « Donnez-vous des femmes ». Ces mots illustrent l'inhumanité de l'armée coloniale qui traitait les populations captives comme des objets sans aucune reconnaissance de leur humanité. Thiéba et Babomba Traoré trouvent des parallèles avec d'autres figures emblématiques de la résistance africaine comme Behanzin, Samori Touré et Saraonia. Comme ces derniers, les Traoré ont mené une lutte acharnée contre les colonisateurs et leurs combats, bien que perdus, font partie d'un héritage de résistance qui a façonné l'histoire de l'Afrique. La bravoure des Traoré dans le contexte de l'oppression coloniale les place dans le panthéon des héros africains. Ils ont refusé de se soumettre à un système colonial qui cherchait à effacer leur culture, leur souveraineté et leur dignité. Leur résistance, bien que tragique, symbolise la lutte universelle pour la liberté et l'autodétermination des peuples africains face à l'impérialisme. À Sikasso, plusieurs monuments ont été érigés pour rendre hommage à Thiéba Traoré et Babomba Traoré, symbolisant la résistance et l'honneur du peuple sénoufo. Les descendants des Traoré et de nombreux historiens témoignent encore aujourd'hui de l'importance de ces figures dans la construction de l'identité du peuple malien. Les récits oraux et écrits nous révèlent des détails sur leur courage, leurs décisions stratégiques et leurs sacrifices. Ces témoignages permettent de comprendre l'ampleur de l'héritage des Traoré, qui reste vivace dans le cœur des Sikassois et au-delà. L'histoire de Thiéba et Babomba est celle de deux frères qui ont choisi de mourir plutôt que de vivre dans la honte. Leur sacrifice reste une leçon de vie, un appel à la dignité et au respect de soi. À travers leur héritage, nous rendons hommage à tous les combattants de la liberté qui ont donné leur vie pour un monde plus juste. Si cette histoire incroyable de Thiéba et Babomba Traoré t'a captivé et que tu veux découvrir d'autres récits fascinants sur les grandes figures et civilisations africaines, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Cela m'aide énormément à continuer à créer du contenu de qualité et te permet de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci pour ton soutien et vive l'Afrique fière et libre.